suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour Raphaël. Merci Philippe Chiu de nous recevoir à Taïwan. On est dans des magnifiques bureaux. Tu m'avais promis une vue imprenable sur la Silicon Valley de Taipei et même de Taïwan. On est dans une sorte de soucoupe volante au-dessus de vos bureaux au 11e étage avec une vue imprenable sur Nvidia, Foxconn, BenQ, c'est ça ? Voilà, et même l'aéroport Songsan qu'on voit en contre-plongée d'en haut. Alors les avions volent pas trop, mais il faut avouer qu'on a une vue comme ça à quasi 360 degrés, quoi. Ouais, une vraie soucoupe volante, quoi. Voilà, sur cette avenue qui s'appelle Rui Kwang Road. Il y a quasiment 6-7 km. Il y a toute l'industrie électronique, tous les médias de taille mondiale, en fait. Lorsqu'on parle, le fabricant d'iPhone que tout le monde connaît est à 50 mètres, juste au bout de la rue, là, en fait. Littéralement juste en face. Donc oui, c'est un lieu assez particulier, qui est assez méconnu, en fait, de la communauté internationale. Comme beaucoup de choses en fait, comme tout Taïwan que j'appelle le bijou d'Asie. Même moi à Taïwan, je connais un petit peu Taïwan, hein, j'y ai passé 2-3 ans au total, mais même moi je n'avais pas localisé qu'il y avait une telle concentration, donc je suis tout à fait d'accord. Je finis juste de t'introduire avant de te redonner la main. Donc tu es le CTO et cofondeur de Unabiz, qui est peut-être une des plus belles réussites françaises en tech à Taïwan c'est sûr, et voire même dans la région. Tu es passé de 1, donc c'est-à-dire toi tout seul, à 55 employés sur Taïwan. Vous êtes aussi présent à Singapour, vous avez maintenant 67 personnes en Asie. 67 au total, oui. Vous avez démarré comme opérateur Sigfox. Donc Sigfox, c'est on peut dire une sorte d'opérateur mobile pour les objets connectés. Tu vas nous expliquer un peu plus tout ça en détail. Mais vous êtes bien plus que ça maintenant. Vous êtes même vous présentez comme un service provider pour l'IoT, donc ces fameux objets connectés. Mais vas-y, je te propose de te présenter brièvement et de nous dire qu'est-ce que c'est Unabiz. Merci Raphaël. Effectivement, donc je suis Philippe. J'ai quitté la France il y a bientôt 5 ans avec un billet aller simple Paris-Taipei pour fonder Unabiz, dont je parlerai tout à l'heure. Mais par rapport à mon parcours, je suis parisien jusqu'au bout des ongles, supporter du Paris Saint-Germain qui a fait un super match hier soir. D'ailleurs, qui a éliminé probablement la plus belle équipe du monde. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je suis pas au courant. Le Bayern Le Bayern, c'est ça. Ah d'accord, ok. Voilà, j'ai regardé. Le Bayern. Ancien supporter du PSG. J'allais au stade à l'époque de Ronaldinho, etc. Voilà, comme quoi être fan n'a pas de frontières. J'ai fait naturellement toutes mes études là, en France. Et je suis ici de l'Epitech. Donc une école très technique, l'informatique, c'est voilà, ça, beaucoup d'informatique, très terrain, les mains dans le cambouis comme on dit, et je suis même sorti de la toute première promotion. Donc c'était en 2004 et 10 ans après, donc en 2014, je fais partie de la première promotion de l'executive MBA de cette même école, Epitech, avec 80% de profs d'HEC. Donc un MBA assez intéressant parce que sans côté technique, parce que c'est notre cœur de métier, donc tout le reste. Très intéressant là-dessus. Après, côté expérience, j'ai un peu une carrière inversée. C'est-à-dire que souvent, on commence dans des postes d'ingénieur classiques, exécutant, etc. Puis exécutif, enfin management, et puis on finit consultant en fin de carrière. Moi, j'ai fait à l'envers. J'ai commencé consultant. Et consultant dans ce qu'on appelle l'intelligence stratégique. Donc voilà, bon, tu peux regarder sur Wikipédia à quoi ça correspond, mais grosso modo, il s'agissait d'aider des grands groupes très stratégiques, défense, énergie, français, face à des problématiques très récentes, un peu cutting edge, sur les grandes menaces internationales, les nouvelles technos, les risques de piratage, etc. Et ça, on était vraiment au début des années 2000. On était vraiment tout au début.
Et, un peu comme l'école de guerre informatique oui, qui s'est développée ces dernières années, d'accord. Qui a été créée en fait après que je suis entré dans ce secteur-là. Je les ai vus. Là, ils étaient, je crois à l'époque, je vais pas faire de pub, mais Paris 7e. Ils étaient à 500 mètres des locaux de la société où je travaillais. Ouais. Voilà. Et puis après la partie consultant, c'était pas mal. J'ai fait beaucoup de ma spécialité, c'était sécurité de systèmes d'information. À l'époque, on parlait pas de cybersécurité, on parlait juste de sécurité informatique. C'est un peu has-been désormais. On parle de cybersécurité, c'est beaucoup plus hype. Mais on faisait déjà ça dans les années 2000, donc avec des tests d'intrusion, donc très hands-on, voilà, dans la lignée d'Epitech. Suite à ça, j'ai rejoint le groupe. J'ai eu quelques expériences entrepreneuriales, et puis j'ai rejoint le groupe Accor en tant que responsable sécurité du système d'information. Ouais, donc Accor, forcément, donc les hôtels que tout le monde connaît. On en a parlé sur le podcast avec Jean-Baptiste de Splio et de leur situation en Chine, notamment sur le numérique, etc., qui avait été assez compliqué, je crois. Tout est un peu le marché asiatique est un peu différent par rapport. Oui, là, la Chine. On va pas plus de la Chine. Le digital en Chine, voilà. Donc j'ai rejoint le groupe au moment de la scission parce que le groupe, il y avait aussi Accor Service à l'époque, donc les tickets restaurants, etc. Ouais, bien sûr. Désormais Edenred. Et donc j'ai rejoint le groupe au moment de la scission des activités hôtelières et services. Voilà. Donc restructuration, etc. Et c'est là que j'ai mis les mains dans une activité qu'on appelle désormais le DX, la transformation digitale, Digital Transformation. Où alors que j'étais à la tête d'une direction sécurité informatique, au final, ce que je me suis attelé à faire, ça m'a énormément plu, c'était de transformer un centre de coût dans un centre de profit. D'accord. De valoriser le travail de la sécurité, de vendre entre guillemets le service aux clients internes du groupe Accor, donc de l'intrapreneuriat. Et du coup de passer d'une entité qui dépensait des millions d'euros par an en budget à en fait un département qui générait en valeur 2-3 millions d'euros par an. D'accord. Et c'était pour moi une expérience extrêmement intéressante parce que l'intrapreneuriat c'est pas simple. Bien sûr. Comment ça marche? Le service existait déjà, il n'était pas vendu, donc comment s'est passé? En fait, le service faisait même était très gros. Et suite à la scission, il y a eu séparation des équipes, donc certaines pour l'hôtellerie, certaines pour l'équipe service, quasiment une division par deux. Et donc beaucoup de restructuration à ce moment-là, recentrage, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on outsource, et dans quelle trajectoire on va inscrire la croissance à venir ensuite du groupe Accor. Et donc notamment le développement des franchises. Donc Accor a fait un virage à ce moment-là, qui a été commencé il y a longtemps, mais une accélération. Et l'accueil de franchisés, c'est pas comme un groupe qu'on exploite soi-même, c'est-à-dire qu'il faut vendre ses services, il faut prouver sa valeur. D'accord. Et là, versus une informatique traditionnelle qui était voilà, vous rejoignez le groupe Accor, c'est comme ça, et puis il faut payer tant. Et là, les franchisés qui disent non, moi. J'ai moins cher dans mon pays, mon internet me coûte moins cher, mon service d'achat de tout ce qui est nourriture, accessoires, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour un hôtel, on travaille différemment, etc. Donc il y a du challenge, bien sûr, il y a de la performance, etc. Et du coup, travailler avec un franchisé, avec une offre de service, elle est totalement à revoir en réalité. Donc il n'y a pas d'exclusivité quoi. Le franchisé avait le choix d'utiliser vos services ou d'autres. Donc... en fait ils avaient pas le choix selon les contrats, mais ils prennent le choix. Je veux dire au bout d'un moment il y a la réalité économique qui s'impose quoi. Voilà, tous les hôtels n'ont pas la même rentabilité. Enfin on est soumis aussi à ces contraintes là. Expérience extrêmement intéressante parce que du coup ça m'a permis de goûter en fait à des discussions business, pas forcément techniques, tout le temps technique, mais de chaque action, chaque décision, chaque choix, dans quelle mesure ça pouvait contribuer au développement de l'offre de service de Accor auprès de ses franchisés. D'accord. Et avec le recul, maintenant que tu as cette casquette d'entrepreneur, est-ce que, donc à la base, tu n'étais qu'employé, est-ce que ça t'a donné le goût de l'entrepreneuriat, l'idée de vouloir devenir entrepreneur, ou même de développer des skills, des compétences qui t'ont servi par la suite? Mais tu as une boule de cristal parce que c'est... Tu m'avais donné de gros indices quand même.
C'est à ce moment-là que j'ai passé mon executive MBA, en fait. D'accord, ok. Ça m'a beaucoup frustré de n'avoir qu'un profil technique, en fait, très ingénierie, et puis très, très terre à terre, en réalité. Et j'étais assez frustré d'avoir soit une malcompréhension, soit une malcommunication avec les autres départements qui étaient aussi responsables avec qui il fallait collaborer pour cette offre de service, et dont certains n'en voyaient même pas l'utilité. Enfin, je veux dire, tout le monde a horreur du changement, sauf que pour moi c'était une question de survie. Donc en fait, c'est effectivement à ce moment-là, il y a une espèce de graine de challenger du statu quo qui apparaît. Et donc c'est là que j'ai suivi l'executive MBA, parce que des notions de finance, des notions de RH, des notions de leadership, etc. Donc des compétences complémentaires. Et j'ai adoré. Ça a duré 2 ans, tous les week-ends. Donc une centaine de week-ends passés à travailler en groupe. Et on a eu pas mal de personnes sur le podcast comme ça qui ont fait des MBA, qui ont complété leur formation. Je pense à un autre CCE. Tu fais partie des CCE de Taïwan. On a eu un CCE de Chine du Sud, Olivier de Sagan, qui disait que tous les 5 ans, il fallait qu'il se reforme, qu'il refasse un diplôme, etc. Quoi. Donc, sujet intéressant. Ouais, effectivement. D'ailleurs, je l'envisage un peu là récemment. Mais... D'accord. Voilà, donc je suis cet élément-là, et puis au final, par la force des choses, je me rends compte qu'il faut... Accor est une excellente entreprise française, avec une culture extrêmement forte, et du coup il y a une certaine ancienneté dans le groupe. Donc là je me suis rendu compte que pour prendre du grade et puis je vais me faire taper sur les doigts, mais bon tant pis, c'était vrai à l'époque, il fallait quand même passer plus de 12, 13, 14 années dans le groupe pour passer à l'échelon au-dessus du mien en fait. Et je me voyais pas passer autant de temps dans une situation un peu immobilier, un peu. Tu cherchais un accélérateur, quoi. Voilà, j'avais besoin d'accélérer, donc je termine le MBA, je quitte le groupe et je me lance finalement dans l'enseignement supérieur. D'accord. Un secteur totalement différent, mais quand on parle de transformation digitale, ce qu'il faut, c'est des compétences et surtout une certaine empathie, altruisme pour le business qu'on approche. Donc c'est là que je rejoins le groupe Ionis. D'accord. Donc toujours en France. Toujours en France. On n'est pas encore sur la partie Asie du podcast. Pas encore. Mais oui, je parle beaucoup, donc il va falloir Raphaël. Non. Et il va falloir aussi qu'on redéfinisse un peu plus qu'est-ce que c'est qu'une ABIS parce qu'on a parlé d'objets connectés, de Sigfox, on a fait plein de. Mais les gens, il y a des gens qui nous écoutent ne savent pas encore de quoi il s'agit. Tout à fait. Mais on va y arriver. On y arrive. Voilà. Il faut parler, je pense, de transformation digitale d'abord. Ouais, c'est vraiment le cœur du sujet. T'as tout à fait raison. Et donc dans l'enseignement supérieur, finalement, c'est probablement un des pires secteurs. Où le mot changement est un gros mot quasiment, un gros mot pour les parents, parce que dans l'enseignement supérieur privé, c'est pas un secret, les parents payent et s'attendent en fait à un service auprès de leurs enfants. C'est assez antinomique parce que on veut un service de pointe, mais en même temps, dès qu'il y a un changement avec une innovation dans la méthode d'enseignement, tout de suite c'est lever de bouclier et ça marche pas. Pareil chez les enseignants. Les enseignants voient forcément le changement un peu comme une menace dans leur méthode d'apprentissage, alors que ça peut être un accélérateur, le digital peut être un accélérateur extraordinaire. C'est-à-dire, un petit exemple, une horreur d'un enseignant dans une grande école, ça va être de répéter un amphi 7 fois. Ah ben la promo elle est grande, donc faut répéter, faut faire l'amphi 7 fois. Je pense qu'avec les excellentes compétences du corps enseignant en France, on a peut-être mieux à faire que de les faire répéter 7 fois un contenu assez statique au final. Donc ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle les classes inversées. Le contenu statique est digitalisé, mis en ligne, enregistré en studio, on investit, etc. pour faire des contenus de très haute qualité. Et ensuite, le présentiel est utilisé pour faire des échanges concrets sur des projets, répondre aux questions des étudiants. Et du coup, on a mis fin à la prise de notes qu'on se passe entre copains. Et tout ça, les prises de notes sont partagées au niveau des classes, etc. Voilà. On a connu ça, les photocopies. Exactement, trouver les meilleures notes. La fille qui écrit proprement au premier rang pour faire les photocopies. Peut-être maintenant j'imagine qu'avec les smartphones, c'est plus facile de faire des photos, de copier directement, mais à l'époque c'était plus à l'ancienne. Les photos, etc. Donc voilà. Et en 4 ans, le résultat, c'est que un quart du groupe, c'est un groupe qui à l'époque faisait 28 000 étudiants, et donc un quart du groupe a su donc les nouvelles promos
ont totalement changé de mode d'apprentissage, totalement blended en anglais, enfin les classes inversées. Et l'outil numérique, que ce soit leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur et le prof, reste au cœur de la formation. Il y a juste une redéfinition des rôles. Et je crois que ça marche plutôt pas mal. Voilà. Je me suis toujours dit, moi, enfin, j'ai eu pas mal, j'ai eu des bons et des mauvais profs comme tout le monde, mais j'ai quand même pas mal de souvenirs de m'être un peu emmerdé pour dire les choses telles qu'elles sont surtout en France. Hein, j'ai comparé avec le système anglo-saxon, enfin, en tout cas anglais, où j'ai trouvé bien plus intéressant au niveau universitaire. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi ne pas avoir le prof champion du monde en vidéo et avoir un prof, voilà, qui est ce qu'il est et qui peut être très bon mais qui parfois par la force des choses sera moyen, enfin voilà, et qui sera plus un prof de TD qui accompagnera quoi. Ça paraît et ben je pense que Raphaël t'aurais pu nous rejoindre à ce moment-là parce que c'est exactement les observations qui ont été faites et en fait c'est le fondateur du groupe très important, la notion de fondateur qui faisant le tour des amphis voyait les étudiants dormir dans les amphis. Enfin, c'est des scènes qui semblent classiques quand on était ancien étudiant. En Asie encore plus. J'ai été vérifié de Taïwan jusqu'au Japon. La position de l'étudiant, la tête dans les bras qui dort est assez classique. Qui fait semblant ou qui dort les yeux ouverts, des choses comme ça. C'est des talents assez extraordinaires. Voilà. Et qui en fait voyait tous ces investissements réalisés pour finalement rien, parce que c'est une espèce de déception. C'est une espèce de déception quand on investit des millions et que les étudiants finissent par dormir sur une paillasse. Donc voilà, c'est une motivation très noble. Alors pourquoi je fais le tour, tout ça, avant d'arriver à Unabis et l'Internet des objets? Tout simplement parce que cette transformation digitale, eh bien, je l'ai vécue chez Accor. Je l'ai faite encore plus dans le groupe Ionis. En tout cas, j'ai essayé de le faire. Et c'était ma dernière expérience en France. Donc là, on arrive fin 2015. Et c'est là que je rencontre mon autre cofondateur, un copain de lycée, qui pareil, a fait formation d'ingénieur, plus MBA. Alors, Henri, c'est ça? Henri, exactement. Le fameux Henri de Singapour. Le Henri de Singapour. C'est pas le Henri de l'imprimante. Chez IBM, si tu te rappelles, à l'époque, il y avait une publicité. C'est Henri et l'imprimante, c'était une légende. Mais je ne connais pas Henri, mais sa réputation le précède. Peut-être un deuxième épisode d'Unabis sur le podcast. Certainement, il paraît que c'est un personnage intéressant. Voilà. Et donc on discutait et puis il me parle de son expérience, son expérience la plus récente en Asie, qui se déroule avec Sigfox justement. Sigfox, j'étais plus dans les secteurs purement techniques, mais ça reste un grand nom. C'est déjà en 2016. Et donc on se met d'accord pour lancer Unabis. Donc c'est là que tu vois, Raphaël, à ce moment-là, je switch sur Unabis. Et donc Unabis, c'est quelque part la continuation et voire le développement de cette transformation digitale. C'est-à-dire que ce soit l'éducation supérieure, que ce soit l'hôtellerie, il y a énormément d'industries aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2021, qui disposent d'actifs. Donc ça peut être en France on peut parler de Linky, enfin les compteurs à gaz, à eau, où il faut encore faire la relève des compteurs. On est en 2021, certains envoient des fusées sur la Lune et reviennent intacts, sauf que nous on est encore obligé d'ouvrir la porte pour faire des relèves de compteurs. C'est un exemple. Donc la problématique c'est comment récupérer l'information de ces compteurs de manière digitale et même à distance non filaire, quoi, que ce soit. Quelque part, c'est de donner une voix à cet objet, un objet qui est a priori inerte. Il a besoin d'une action humaine pour récupérer une information, la data, la fameuse data de ces actifs. Et en fait, elles sont rarement connectées à un réseau. Donc, il faut toujours envoyer quelqu'un dans la maison. Retrouver, etc. Et ça, pour les actifs qui sont immobiles, on s'en sort à peu près. On sait à peu près où sont les compteurs. On n'a jamais vu un compteur se balader dans la rue. En revanche, il y a beaucoup d'actifs qui sont mobiles. Des actifs qui sont, on peut dire, dans la nature, qui se déplacent dans les villes. Parlons des poubelles, parlons des containers industriels. Parlons, là récemment, on a eu un très beau dossier, toujours en cours d'ailleurs, sur les fûts à bière. À un moment où on parle certes de réchauffement climatique et puis avant ça de pollution, il suffit d'aller voir certaines plages, certaines décharges, c'est monstrueux. Tout n'est pas que des déchets, il y a des choses qui sont abandonnées. Et en fait, notre
notre leitmotiv, il va être de dire toutes ces sociétés qui gèrent des actifs, de la création de cet actif jusqu'à leur maintenance et la fin de vie, pour beaucoup, ces actifs sont non connectés. Ce sont des actifs un peu idiots, quoi. C'est un Donc objet inerte. Vous connectez des objets qui ne sont pas encore connectés quelque part. Exactement. Dans l'IoT, il y a déjà toutes les petites devices qu'on a à la maison. Mais alors, typiquement, ça va se connecter à notre Wi-Fi, etc. Mais après, du compteur jusqu'au fût à bière, on va être sur des objets qui existent, parfois même qui circulent dans la nature, comme le fût à bière qui, lui, est mobile, quoi, mais qui ne sont pas encore connectés. Et vous, il y a vraiment des use cases où des entreprises viennent vous voir et vous disent « Mon fût à bière », prenons l'exemple du fût à bière, c'est concret, parce que c'est pas forcément évident non plus. Pourquoi c'est un sujet intéressant. Pourquoi un fût à bière doit être connecté? Parce que c'est pour le suivre. Est-ce qu'il va nous remonter de la donnée intéressante? Quelle est la logique, par exemple? Alors, je pourrais pas forcément donner trop de chiffres sur le sujet, mais sur le concept, je pense que les gens comprendront. Le fût à bière, comme beaucoup d'actifs, sont des actifs qui sont souvent loués parce qu'ils coûtent un certain prix. Et en fait, lorsqu'on est un brasseur, j'ai plus un brewery, comment on dit en français, un brasseur. Brasseur, exactement. Ouais. Un brasseur indépendant, on n'a pas forcément suffisamment de capitaux pour s'acheter toute une flotte de fûts à bière, parce que c'est pas juste d'avoir le fût, il faut le livrer, il faut pouvoir le récupérer, le nettoyer, l'entretenir, etc., etc. Donc en fait, il y a tout un marché qui consiste à des sociétés qui vont acheter des fûts en bière en masse et les louer à l'usage ou au temps à différents brasseurs comme ça, pour qu'ils puissent mettre leur bière directement comme ça, et puis ça évite de payer le prix du fût en fait. Donc c'est un peu comme nos appartements, on n'est pas obligé de tous être propriétaire, on peut juste louer un appartement pour un moment donné, etc. Donc ils le font, et le problème c'est que ces fûts étant inertes, se perdent. Bizarrement, on va en acheter une centaine. Et puis au bout d'un moment, dans le cycle comme ça, de la location, je le passe à la brasserie au bar, la récupération par le loueur. Et au bout d'une année, on se rend compte qu'on en perd 20%. D'accord. J'en ai commandé 100, je comprends pas, je fais l'inventaire. Voilà, il en reste 80. Du coup, ils ont quand même besoin de maintenir l'activité à flot, donc ils vont en racheter une vingtaine. Mais alors que c'est pour le même niveau d'activité. Donc il y a une espèce de trou sans fin en termes d'investissement dans ces actifs, et du coup ça représente quand même pas mal d'argent. Alors naturellement il y a sur la planète, de ce qu'on a pu observer, il y a je crois plus de 350 millions de fûts à bière en circulation à travers la planète. Prenons 20% de ça perdu. Sachant qu'un fût à bière ça pèse quelques kilos, c'est quand même pas mal d'acier. Où est-ce qu'il passe? Exactement. Fûts à bière. Où est-ce qu'il passe? Alors il y a des grands spécialistes, je pense, du barbecue, le demi-tonneau. D'accord. Ou alors des aimants de décoration, j'en sais rien, ou si on sont juste abandonnés. J'ai pas de statistiques là-dessus. Ce que je sais, c'est que il y a une espèce d'achat permanent annuel de ces flottes de de gâchis quelque part, c'est aussi d'un point de vue écologique quelque part. C'est une catastrophe. Et en fait, c'est un problème qui est admis. Et ça ne touche pas que les fûts à bière. J'ai pris cet exemple-là. On peut parler des palettes. Alors il y a les palettes en bois. Avec de la chance, les palettes se recyclent, etc. Mais quid du clou et des agrafes qu'il y a sur ce genre d'équipement. On va parler des containers industriels, les espèces de poubelles. Et autres, ce sont des éléments qui se baladent et qui disparaissent, quoi. Il y a même un exemple plus critique. On a tous connu la vague des vélos en free floating. Donc les O-bike, Mobike. Et surtout en Chine où ça a été particulièrement dément, quoi. Je pèse mes mots, quoi. Voilà. Les trottoirs étaient jonchés de vélos, les allées souterraines du métro. Enfin, quand je dis dément, c'était dément à un moment. Exactement. Et ça, on a eu des images avec des décharges de vélos aussi. Il y avait des images prises par drone avec des centaines de milliers de vélos, quoi. Exactement. Donc, quand on parle de gâchis, je sais pas, je pense que c'est une bonne illustration, parce qu'on parle de tout le caoutchouc, du métal qu'il y a autour, et puis même de l'horreur que c'est. Je veux dire, c'est à l'heure où on est censé être responsable par rapport à notre développement. Enfin, je prends le drapeau de l'humanité, mais il faut qu'on consomme responsablement. C'est une aberration phénoménale. Mais c'en est qu'une.
Il y en a énormément d'autres, et c'est même pas forcément un acte de mauvaise volonté de ces industriels. C'est juste que ça a toujours été comme ça. Mais avec la surconsommation, la globalisation des transports et des personnes, de l'information, eh bien, ces use cases qui étaient un peu du gâchis local deviennent du gâchis mondial quasiment. Même à Taïwan, où la population est extrêmement heureuse, etc., on a trouvé des milliers de vélos dans la rivière parce qu'ils étaient juste mal garés, etc. Donc, même on peut dire oui, c'est la population qui va pas, etc. Non. Même les plus sages, on est à Singapour et Taïwan, qui sont certainement deux pays où les gens sont le plus heureux, et puis dans les statistiques, sont des pays qui sont extrêmement sécurisés, safe. Il y a ce genre de comportement. Et quelle était l'erreur, pour revenir au sujet? Ce sont des vélos qui ne sont pas connectés. Alors oui, il y avait le QR code, etc., mais ces acteurs étaient incapables d'avoir sur un panneau de contrôle la localisation de tous ces vélos pour pouvoir envoyer des gens, les remettre aux bons endroits, etc. À contrario de ce qu'il peut y avoir sur les scooters, les petites trottinettes électriques, etc. Exactement. Ouais. Il y a je crois qu'en France c'est CityShare. Ici il y a GoShare de Gogoro. Il y a Wimo aussi. C'est des modèles qui fonctionnent extrêmement bien. Les vélos sont connectés. Enfin les scooters électriques sont connectés. Ça permet non seulement aux locataires de savoir à tout moment où est-ce qu'ils sont, de pouvoir changer. Il y a une transparence dans la gestion de ces actifs en ville. Et il n'y a aucun problème d'urbanisme avec, en fait, en réalité. Et c'est des cas de figure qui reviennent souvent. Hein. Ça me fait penser à une autre personne qui est passée sur le podcast, Fabien de Mon Bento, entreprise française qui fait des bento box, et qui est sur une initiative pour faire éviter le jetable, justement. En Asie, on connaît bien ça, et avec la révolution tout ce qui est Deliveroo, Uber Eats, qui s'est développé encore plus pendant le Covid, il y a un gâchis dans tout ce qui est vente à emporter de nourriture. Et donc, Fabien pousse cette initiative pour remplacer ces boîtes jetables par des boîtes réutilisables. Tu vas au restaurant, il y a tout un système avec une application où tu mets comme il y a des fûts à bière qui circulent, par des bento box qui circulent, et éventuellement une traçabilité. Donc après c'est intéressant de voir sur ce type d'objet qui lui doit être cheap, etc., où il peut y avoir un besoin de traçabilité, mais c'est des solutions comme ce que vous proposez. Peut-être que financièrement c'est pas jouable ou Exactement. C'est du cas par cas, quoi. C'est du cas par cas, et enfin j'ai pris un peu de temps là pour expliquer le besoin de transformation, mais ne serait-ce que par responsabilité. Mais il y a aussi le critère économique que tu soulèves. Le besoin, tout le monde en est relativement conscient. Il faut essayer de traquer ces assets, à minima savoir où ils sont. Je parle même pas de choses très évoluées, est-ce qu'il y a de la détérioration ou quoi que ce soit, mais juste l'information de base, de savoir où sont les éléments. Les actifs où ils sont, et après vous permettez plein d'autres choses. Là je parlais de nourriture, donc on peut imaginer traçabilité de la température, ce genre de choses, quoi. Exactement. Ce sont des choses que l'on fait. Parce que sur le fût à bière, t'as pas développé encore, mais il y a plein de fonctionnalités. J'ai lu que ça pouvait détecter les mouvements pour voir s'il était lavé, c'est ça, ou s'il était lavé, s'il était rempli. Alors, ça veut dire stocké dans de bonnes conditions. C'est du machine learning, ou comment on fait pour savoir qu'un fût à bière était lavé par rapport au mouvement, quoi? C'est quand même assez. Il y a deux choses. Il y a de l'intelligence dans l'objet lui-même, pour notamment filtrer les mauvais signaux, etc. On peut toujours avoir une mauvaise intuition. Je sens que je suis en train d'être lavé, mais en fait c'est pas forcément vrai. Et c'est combiné avec de l'intelligence sur le fameux cloud, le fameux nuage. D'accord. Comme les données remontent, les données de ces capteurs remontent, elles sont ensuite analysées, certaines en temps réel, certaines en post-mortem, pour optimiser soit la logistique de collecte, soit les messages d'alerte auprès de certains bars, hôtels ou brasseries, pour leur dire vos conditions de stockage sont pas bonnes. D'accord. Et c'est un élément qui est important, parce que je vais pas dire que les gens ont de mauvaises intentions, mais on fait pas attention. Il y a beaucoup de travail en alternance dans ces secteurs, des temporaires, et un fût qui traîne un peu au soleil. Ça arrive, quoi. Et on peut imaginer un détecteur de chute, par exemple. Alors, je sais pas si sur le fût à bière ça fait sens, mais ça s'imagine que c'est possible. Détecter que tel objet a subi une chute et peut-être endommagé, aller le vérifier. Enfin, les possibilités sont infinies, quoi. Voilà, exactement. Les possibilités sont infinies, et c'est pour ça qu'on s'est installé à Taïwan, en réalité, que l'essentiel du développement se fait ici, pour le savoir-faire qui a été constitué
lors des dernières années, décennies même, sur l'électronique. On a tous eu un jouet made in Taiwan. C'est mon premier souvenir de Taïwan. Quand je me souviens comment j'ai connu Taïwan, je revois un petit jouet en plastique où c'était inscrit Made in Taiwan en dessous. Exactement. Il y a, dans notre sens, dans notre choix d'implémentation, beaucoup nous ont demandé mais pourquoi vous n'êtes pas allé en Chine, etc. Sans entrer dans des débats politiques et trop philosophiques, Taïwan a quand même une image, un positionnement sur prix-qualité qui est excellent. On a tous connu un jouet Made in Taiwan, mais qui est associé aussi à un certain niveau de qualité. Voilà. Et de sécurité. C'est aussi un pays où la propriété intellectuelle est extrême et de rigueur. Sinon, encore une fois, je le disais en introduction, Apple ne ferait pas ses iPhones, ne confierait pas la fabrication de ses iPhones à une entreprise taïwanaise. Par fameux Foxconn, le fameux Foxconn, qui est en face. Qui est en face et qui est aussi installé en Chine, comme on le sait bien, avec des énormes usines, mais ça reste une entreprise taïwanaise, exact. Voilà, mais avec un savoir-faire particulier pour protéger justement ces savoir-faire. Et donc, s'installer ici, c'est non seulement garantir une certaine qualité, mais surtout tenter d'apporter le juste prix, le juste coût en fait dans cette démarche-là. Le coût, c'est beaucoup de choses. C'est la combinaison des talents, les ressources humaines, les équipes d'ingénierie, de design, de production, etc. Mais qui sont pléthores ici. Il n'y a aucun problème pour recruter des ingénieurs dits STEM, donc tout ce qui est sciences, des ingénieurs électroniques, mécaniques, designers industriels, etc. Entre guillemets, ça court les rues. Il n'y a absolument pas de pénurie comme il peut y avoir, moi je le sais, dans mon expérience d'éducation supérieure, tous les étudiants étaient déjà bookés avant même la sortie d'école, donc il y a vraiment un manque de compétences dans entre guillemets le vieux continent, comme on l'appelait nous à l'époque, en France, mais pas qu'en France. Ici, du fait de cet historique et ce foisonnement en fait dans l'industrie électronique, eh bien les talents sont disponibles et du coup il y a une certaine compétition qui joue en faveur ou défaveur à voir, mais pour l'instant c'est plutôt en faveur, avec des coûts de production et de conception qui sont bien inférieurs. Inférieurs pas seulement à cause du salaire, mais aussi parce que tout tourne plus vite. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis sur cette Silicon Valley ? Parce qu'on est en mesure d'avoir ces fameux capteurs, donc détection de chute, les températures, détecter certains états de ces actifs. Tous les fabricants de composants là, ils sont dans cette rue. Ils sont dans cette avenue, c'est pas vraiment une rue, mais dans cette avenue, et on peut tout obtenir dans le plus rapide des cas. J'ai eu certains fournisseurs nous demandaient mais vous êtes coup de fil le matin et l'après-midi ils font mais vous êtes là en fait cet après-midi, et puis ils viennent avec des échantillons de sensors qui peuvent être tout de suite mis sur une carte électronique et testés et validés dans la foulée. Ce qui donne des délais en fait ce qui raccourcisse énormément les délais de conception, et nos clients sont super heureux parce qu'ils voient que ce qu'on appelle des itérations, donc en fait plusieurs versions d'un objet, on tourne 4 à 5 fois plus vite. J'imagine. Pour donner un exemple concret, il y a Compal, je crois, qui est à quelques centaines de mètres d'ici, qui est un gros acteur un peu à la Foxconn, et j'ai eu la chance de travailler pour Dream, une belle start-up française qui faisait un bandeau connecté qui permettait d'améliorer le sommeil. Enfin, ils le font toujours d'ailleurs, mais et qui travaille avec Compal. Donc c'est aussi ils ont fait d'ailleurs ils ont été faire le tour en Chine, etc. pour finalement, en partant de France, ils cherchaient le bon fournisseur, et finalement ils se sont dit Taïwan et Compal, c'est le bon choix pour nous, donc j'apporte de l'eau à ton moulin. Mais la R&D était gérée depuis la France avec un fournisseur taïwanais. Exactement. Donc en termes de décalage horaire et 10 000 km, pour toi qui as 200 mètres de ces boîtes-là, forcément, on peut imaginer que ça va plus vite, quoi. Exactement. Et puis pour toujours avoir j'insiste beaucoup, avoir une petite empreinte sur notre responsabilité, ça fait une empreinte carbone bien inférieure. Quand on fait de la R&D là-bas et qu'on envoie tout sur les shipments en 24 heures par de l'aérien, ça a un certain impact. Ouais, les déplacements, les déplacements physiques des personnes, etc. Voilà. Bon, en tout cas, c'est la raison pour laquelle on s'est mis à Taïwan, résoudre apporter un élément qui permet de résoudre l'équation coût. Et surtout, notre philosophie, elle est de dire que notre but, c'est pas d'aider les sociétés à faire des essais. Souvent, l'IoT, l'Internet des objets,
est touché par un grand fléau qui est le fléau des essais. C'est, je ne sais pas si cet asset va marcher, je ne sais pas si votre capteur fonctionne, je vais en prendre 5, 10 pour essayer. Ça va durer 2 ans, 3 ans, dans le pire des cas. Et en fait, entre-temps, l'entreprise, ses actifs restent non suivis, restent pas connectés, etc. Et puis souvent, le CIO, le PDG change, le projet disparaît. Et puis en fait, quand on regarde l'IoT, c'est souvent synonyme d'un, je peux utiliser le terme, c'est un peu terne, mais un cimetière de proof of concept, d'essais. Le nombre d'essais qu'il y a dans l'IoT, je pense, est absolument extraordinaire. Et tous ces essais sont financés en plus par des fonds d'investissement, etc., qui aident les startups qui essaient de trouver la solution. Mais le nombre de projets réellement réussis, où finalement le fournisseur de services, donc le locataire de fût à bière, l'opérateur des compteurs gaz ou eau, etc., le nombre de ces acteurs qui vont réellement déployer ces sensors, ils vont réellement digitaliser en fait ces assets, on les compte sur les doigts de la main. On les compte sur les doigts de la main. C'est quoi les grosses success stories qui existent Alors, je vais éviter de faire trop de comparaisons, mais puisque tu me poses la question, je vais essayer de donner des exemples sans les comparer. Par exemple, Bouygues a récemment, je crois il y a 2-3 semaines, annoncé un projet en France de digitalisation de 20 000 assets. Donc c'est pas mal. Donc c'est Bouygues Construction Je crois que c'était Construction, à vérifier. Mais en tout cas, c'était 20 000 assets. C'est pas nous qui les avons fait, mais bon, 20 000 c'est honorable. Maintenant, à titre de comparaison, l'année dernière, nous on a travaillé, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec le second opérateur gazier au Japon, dans la région de Tokyo. Pour nos éditeurs qui connaîtraient pas Tokyo, c'est quand même 30 millions d'habitants. C'est plus que tout Taïwan réuni. On a produit et ils ont pu déployer en 12 mois plus de 800 000 capteurs. C'est-à-dire que les compteurs qui faisaient leur boulot de compteur, qui étaient relevés manuellement une fois par mois, eh bien désormais se trouvent avec un équipement qu'on appelle un NCU, Network Control Unit, qui permet de rendre accessible via le réseau, donc à distance, la lecture de ces compteurs, mais aussi de faire certaines actions dessus, comme l'ouverture, la fermeture de la valve, lorsque les gens déménagent, partent en week-end, etc. Donc t'envoies un message délicatement, là, 20 000 en France, 800 000 au Japon. C'est pour ça, tu m'as lancé sur le sujet. Il y a des choses à faire en France, quoi. Il y a des choses à faire, mais c'est pas que la France. Encore une fois, mon sujet, il est juste de dire qu'une approche assez traditionnelle va nous amener dans des volumes clairement pas à la hauteur par rapport au volume réel des actifs qui sont sur le marché. Mais est-ce que c'est vraiment scalable ? Parce que bon, le proof of concept, s'il marche dans l'idéal, ça doit ensuite être scalé à grande échelle. Donc où est le problème ? Parce que de faire des essais c'est bien, mais qu'est-ce qui provoque l'échec ? Nous, de l'analyse qu'on a faite, qui était un élément fondateur d'Unabi, c'est le coût. Tout est trop cher. D'accord. Et en fait, souvent les gens, on s'arrête malheureusement trop au prix du capteur, de l'objet qui est installé sur l'actif. L'approche qu'on a développée à Unabi est beaucoup plus généralisée. C'est-à-dire que certes, il y a le coût du capteur, mais pas forcément. Pas que le capteur. Il y a le temps qu'il faut pour installer ce capteur. Quand tu dis capteur, c'est capteur, mais l'objet de transmission, l'objet installé électronique qui est installé. Quoi. Exactement. Souvent, il y a une concentration trop forte sur l'objet. Je vais acheter l'objet le moins cher du marché, etc., etc. Sauf qu'on peut souvent résoudre l'équation en ayant un objet qui va peut-être coûter 1 ou 2 dollars ou euros de plus, mais qui va réduire considérablement le temps d'installation. Parce que le temps d'installation, c'est quoi ? Le temps d'installation, c'est de l'essence. C'est un véhicule pour aller installer ce fameux objet. C'est le temps de la personne qui va effectuer cette installation, qui est du salaire, qui est de tout ce qu'on veut. Là, tu penses par exemple au compteur à gaz, où il faut aller individuellement aller les installer. En fait. Mais le fût à bière, si c'est inclus dans la production du fût à bière quelque part... Mais il y a aussi le délai d'installation. D'accord. Par exemple, dans le capteur qu'on a fait là pour la société australienne, il y a une soudure à froid. Donc Australie, donc les fameux fûts à bière. Le fameux fût à bière, tout à fait. Et l'installation consiste à faire, pour avoir une certaine rigidité, à faire une soudure à froid de l'objet
sur la surface du keg, enfin du feu à bière. Et cette opération, on a dû aller jusqu'à optimiser le nombre de points de soudure pour réduire le temps nécessaire à installer le sensor, parce qu'à la fin, quand on installe une centaine de milliers, eh bien, ça représente plusieurs millions de dollars d'économiser en termes de temps. D'accord. Ouais. Et ça a l'air mineur comme ça, mais nous, notre métier étant d'aider nos clients à connecter la totalité de leurs actifs, souvent c'est des centaines de milliers. Ça commence à centaines de milliers. Et chaque dizaine de minutes, voire demi-heure qu'on économise, le projet aurait pris bout à bout. Il y a des choses assez déglingos. Hein. On a des projets où, quand on fait le calcul, il faudrait 50 années hommes pour installer le capteur sur tous les actifs. C'est-à-dire que 50 années avant même de commencer à profiter de la data. D'accord. 50 années, c'est un calcul que j'ai fait il y a quelques jours là, pour un prospect. Et le fait qu'on optimise les délais, le temps nécessaire à l'installation, juste l'opération, c'est-à-dire je ne parle même pas d'aller trouver l'actif. Supposons qu'on soit devant l'actif, faire l'opération, le fait de réduire ce délai par 30, 40 fois, d'un coup on va passer à 1 an, 2 ans d'installation, homme, il suffit de faire 2-3 équipes, et en moins d'1 an, on a fini toute l'installation. D'accord. Parce que donc toi, là, tu penses donc à l'installation des capteurs, et ensuite on parle en général d'un réseau qui est déjà installé. Parce que donc il y a différents réseaux. Donc il y a Sigfox, il y a un autre concurrent français qui s'appelle LoRa, c'est ça ? Il y a LoRa aussi. Il y a aussi d'autres solutions. NB-IoT, catégorie M1, etc. Mais c'est du jargon un peu technique pour dire que c'est plutôt une catégorie qui est apparue dans les années récentes, qu'on appelle pardonnez-moi en anglais, mais c'est les Low Power Wide Area Networks, qui sont en fait des réseaux à faible consommation. Les réseaux très haut débit, là, on parle beaucoup de 5G, c'est la mode ces temps-ci. Ils sont très haut débit, très rapides, très tout ce qu'on veut, mais ils sont aussi du coup très chers. D'accord. Ils sont très chers en coût d'abonnement. Ils sont plus chers relativement en coût d'abonnement. Ils sont plus chers en coût de consommation de batterie, parce que un capteur qui va beaucoup consommer, il va falloir le recharger, changer sa batterie. Du coup, on revient dans l'équation, il faut envoyer quelqu'un. Il faut récupérer cet objet. Oui, idéalement, ça faut que ça tienne des années si possible. Exactement. Dans le cas des compteurs à gaz japonais, l'autonomie garantie des équipements, c'est 10 ans. D'accord, à 10 ans. Donc une fois qu'ils sont installés, donc une opération. Garantie, quoi, c'est vraiment d'accord. Oui, naturellement, l'équipement fait plus, mais mais on est sur des durées impressionnantes, quoi, un petit appareil comme ça qui va avec une pile, qui va émettre de l'information, etc., et qui va tenir une dizaine d'années, quoi. Exactement. Et donc, on parle de réseaux installés avec des antennes, quoi. Donc, comme tu l'as dit, il y a les réseaux cellulaires qu'on utilise pour nos téléphones, mais ces entreprises comme Sigfox ont installé donc même à Taïwan ici, Sigfox est venu installer des antennes, ou c'est vous qui l'avez fait en tant qu'opérateur? C'est nous. D'accord. Okay. Le choix de Sigfox, c'est parce que c'est certainement la technologie la plus extrême dans cette catégorie de technologie de transmission. Extrême dans le sens économie de batterie et coût d'exploitation du réseau. À Taïwan, on est en mesure d'offrir un abonnement mensuel par objet. Je fais un peu de réclame, désolé Raphaël. Je t'en prie. Mais sur Taïwan, on est aussi là pour ça. sur Taïwan, on peut communiquer sur le réseau Sigfox pour 15 cents, si mes calculs sont bons. Non, 10 cents. 10 cents de dollars. D'accord. Par mois. On peut connecter un objet. Par device, en gros. Par c'est device. un ordre de grandeur, quoi. C'est ça. On est 20 fois moins cher que les fameux 2 € de Free. L'offre Free à 2 € qui avait fait quand même beaucoup de bruit. Je sais pas si on peut comparer. Donc je suis client, c'est pas mal quand on est expatrié, l'offre à 2 € qu'on peut réactiver quand on veut. Exactement. Mais et donc il y a combien d'antennes à Taïwan par exemple? On un ordre de grandeur, hein, je sais pas parce que moi j'ai aucune idée. On est de l'ordre de la centaine. Une centaine d'antennes, quoi. Entre 100 et 500 antennes. Donc comme c'est basse information, comment tu dis, le low bandwidth donc c'est du très low power. Donc moins d'antennes, une densité d'antenne qui est bien plus faible que ce qu'on connaît sur les réseaux téléphoniques, quoi. C'est une techno française, la radio, on sait très bien faire en France. Hein. Il y a un fort développement militaire là-dessus. Et donc Sigfox a des performances très fortes d'un point de vue distance de transmission, ce qui permet d'installer moins d'antennes. Une antenne 4G, ça va être tous les 500 mètres pour avoir un bon signal. La 5G, c'est pire.
On voit tous les youtubeurs qui testent. Peut-être Raphaël, tu vas tester un peu la 5G, mais on va être de l'ordre de la centaine de mètres pour vraiment profiter de la performance de la 5G. D'accord. Dès qu'on s'éloigne, on revient à des débits 4G, 3G. Sigfox, c'est le contraire. On va avoir une distance extrêmement longue, mais une taille de données extrêmement réduite. Pour être très clair, pour ceux qui nous écoutent, qui sont un peu techniques, on parle de 12 octets par message. 12 octets, on va dire que c'est 1 million de fois plus petit qu'une bonne chanson sur les... en nombre de caractères, j'espère que ça n'a pas été énorme. Quoi, en nombre de caractères, ça fait 12. Ah, c'est ça, ok. et en réalité, 12 pour un humain, bien sûr que c'est insuffisant. Alors la 3G... ça, on parle tout de suite en kilo-octets, en méga-octets. Donc, voilà, c'est ça. Et Sigfox, on parle en octets, donc on divise encore. Parce que les actifs, finalement, ils n'ont pas besoin de consommer autant de bandes passantes. Si c'est juste la consommation électrique d'un compteur, quelque part, c'est un chiffre. C'est une série de chiffres. Voilà, c'est une série de chiffres. Une position longitude, latitude, ça va être 6 octets. On peut en mettre 2 dans un paquet Sigfox, ce qui permet déjà d'être une certaine localisation. Donc en fait, à un niveau, c'est même pas compressé en fait. Il y a même, ça sert plus à rien de compresser à 12 octets. Ouais, tu peux pas quoi. Voilà. Okay. Donc en fait, mais pour résoudre l'équation du coût, le résoudre par de la 3G ou de la 4G, c'est impossible parce qu'on arrive à un coût mensuel incompressible. Et ça pour les clients, c'est pour ça que l'IoT fonctionne pas. On a parlé beaucoup des essais, mais c'est parce qu'au final, moi j'ai 99,9% des prospects qui viennent nous voir, pas parce qu'ils ne savent pas faire. Les capteurs existent, les objets existent. Ça fait un peu de la réclame, mais le site chinois, on peut acheter énormément d'objets électroniques pour vraiment, vraiment pas cher. Tu peux dire, on en parle beaucoup de l'e-commerce chinois. Donc si on parle d'Alibaba comme plateforme, on trouve de tout dessus pour quelques dollars. Mais le sujet, il est que souvent la forme va pas coller, donc le temps d'installation va pas être bon, ou ils vont utiliser la 3G 4G classique, donc la batterie va se vider trop vite. Il y a toujours minimum 1, 2, 3, voire plus d'une dizaine de critères qui sont pas au point. Et au final, les projets meurent parce que les dirigeants des entreprises voient un objet IoT comme ça, et puis ils disent non mais ça c'est pas fait pour moi, enfin ça colle pas, c'est trop loin installé, les données sont pas ce que j'ai besoin, la batterie il faut la changer tout le temps. Moi mon téléphone on peut le charger sur notre chevet tous les soirs, mais quand on a 1 million d'assets, un demi-million d'assets à l'extérieur, ils trouveront pas une bande de recharge tous les soirs, quoi. Donc il y a une vraie expertise qui est nécessaire pour éviter l'écueil de tous ces échecs, le cimetière de l'IoT comme tu l'as décrit, et c'est là où votre expertise vient aider ces entreprises, quoi. C'est cette expertise de conception d'objets à très basse consommation. On est sur des minimums sur les dossiers les plus courts qu'on a, c'est 3 ans d'autonomie, et ça va jusque 15 ans. Voilà. 15 ans, ça devient challengeant, mais on est de 3 à 15 ans, ça change drastiquement l'équation économique pour nos clients en tout cas, et ça leur permet d'ouvrir la porte à enfin, je vais peut-être pouvoir connecter tous mes actifs. On a beaucoup parlé des compteurs de gaz, on a parlé des fûts à bière, mais en France, prenons un exemple français, Cocorico, on a je crois que c'est un leader, voire le premier loueur de frigos industriels. Les fameux frigos qu'on a au Super U, chez les mousquetaires, enfin la supérette ou les grandes surfaces. Les frigos ne sont pas, on le sait peut-être pas, mais ils n'appartiennent pas forcément à l'hypermarché ou au supermarché. Il est souvent loué parce que c'est saisonnier, enfin genre l'été les glaces, etc. Mais l'hiver, peut-être des surgelés. Oui, c'est des assets où même les murs maintenant ne leur appartiennent plus. Enfin, au bout d'un moment, c'est des sociétés comme Accord, les sociétés hôtelières, elles font du management d'hôtel, les supermarchés, ça devient du service, quoi. Et donc, il y a énormément de sociétés qui vont louer ce genre d'actifs. Donc, on a un client français qui fait la location de ses frigos industriels. Et son problème, c'est que il y a des frigos qui disparaissent. L'exemple des 100 avec 20% qui disparaissent, alors c'est pas 20%, on perd pas 20% des frigos, mais il y a quand même un taux de perte. Une fois que tu as le tonneau pour le barbecue, mais il te faut le frigo qui va avec, quoi. Et en fait, on en profite non seulement parce que c'est une fonction d'inventaire en réalité. On en profite tant qu'à faire
tant qu'à augmenter, à digitaliser l'actif, lui donner d'autres fonctionnalités. Donc par exemple là, le capteur qu'on a conçu pour ce client français, il permet de détecter si le frigo est allumé ou éteint. Il permet de détecter, de mesurer la température à l'intérieur du frigo. Donc en fait, ça lui permet de non seulement de ne plus être juste un loueur de frigo, mais c'est un loueur de frigo intelligent. Donc un frigo qui va être en mesure de notifier chaque boutique. Attention, votre frigo n'est plus sous tension. Ce qui est un drame. Parce qu'après, si pendant une nuit, s'il y a 5 heures, où voilà, c'était sous tension, l'information peut être remontée au supermarché pour qu'ils aient l'information. Et là, tu nous décris un futur où on a l'impression d'être au balbutiement d'un futur où tout va être connecté, quoi. Où ça, là, vous êtes encore avec vos soudures sur les fûts à bière, il y a un côté un peu manuel. Enfin voilà, on installe sur de l'existant des capteurs, mais d'ici 10 ans ou 20 ans, je sais pas, ça sera naturel, quoi. Tout sera connecté, l'information remontera. Enfin, on pensera même plus à ces choses-là, ça sera une évidence, quoi. Exactement. C'est ce qu'on cherche à. C'est la vision de ce qu'on cherche à créer. Certains gros industriels commencent à venir nous voir pour effectivement une intégration dans l'équipement au départ. En l'état actuel, c'est beaucoup ce que nous on appelle de l'augmentation. Donc on augmente les capacités de l'actif en le rendant connecté en fait. Les voitures, c'est déjà connecté par exemple. Il y a de l'information qui remonte au constructeur sur. Les Tesla sont connectés en permanence. Les Tesla, c'est vrai qu'ils font même des updates software, mais donc ça devient vrai pour le. Je crois les voitures haut de gamme aussi, elles ont une SIM obligatoire, ne serait-ce que pour les appels de détresse, des choses comme ça. Donc on monte plus que de la télémétrie. Alors c'est pas trop notre sujet parce que encore une fois, c'est un élément qui est entretenu par l'être humain. On met du carburant, il y a des batteries. Et là sur les voitures, ils ont une connectivité qui doit être supérieure, quoi. Parce qu'on parle d'update software, c'est un. Maintenant, une voiture, ça coûte relativement cher. Donc, non, c'est pas le même. Donc, on s'y retrouve. Là, moi, je donnais un ordre de grandeur en centimes et pas de l'ordre de grandeur en dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros sur le véhicule. D'accord. Mais effectivement, c'est le même mouvement. C'est le même mouvement de dire finalement, mon actif, il a le droit d'être un peu plus smart, un peu plus intelligent que ce qu'il était traditionnellement. Et donc c'est pour ça que j'avais fait une longue introduction sur la transformation digitale, parce que c'est de ça dont on parle. C'est la combinaison de la responsabilité écologique ou autre, mais la responsabilité dans la consommation des matériaux, dans leur gestion une fois qu'elles sont dans la nature, de ne pas les perdre, et aussi sur changement de mode de consommation et de vie, parce que finalement, une fois que ces actifs ont la possibilité de nous en dire un peu plus sur leur état, eh bien, quelque part, on commence à changer la société, à changer les comportements. Par exemple, à Singapour, on discute avec le PUB, qui est l'organisme de gestion de l'eau, de l'eau publique, l'eau courante. Et en fait, le programme de digitalisation n'est pas juste la relevée automatique de compteurs, ça c'est juste un moyen. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces informations ? Eh bien, mettre à disposition des citoyens à Singapour de ces informations de consommation pour les aider à optimiser leur propre consommation. Prendre la douche au bon moment, détecter des fuites en avance, etc. Donc, in fine, l'utilisation de cette donnée va ouvrir énormément d'autres possibilités maintenant que l'on sait ce qui se passe. Ouais, tu peux avoir une application qui te dit que voilà, tu vas prendre la douche à telle heure parce que le réseau est surchargé ou je ne sais quoi. Ouais. Voilà, où il nous semblerait que votre douche est un peu longue par rapport à votre secteur. Ça devient un peu chiant, ça. Mais c'est bon, à Singapour, quoi que c'est sûrement acceptable, tu vas me dire. Mais... Voilà, parce qu'en fait, il y a des vraies problématiques de gestion d'eau. Nous, en Europe, ça nous fait un peu sourire. On parlait de la pénurie d'eau qu'on a à Taïwan aussi avec ton collègue CC Pascal Viau sur un autre épisode que je pense que je viens de diffuser, si je me projette dans le futur, sur les semi-conducteurs. J'ai trouvé passionnant, Pascal. Ouais. Et grosse pénurie d'eau à Taïwan et un lien direct avec les semi-conducteurs. Exactement. Donc c'est pour ça que quelque part tu parlais aussi de la localisation du cas par cas. Et c'est l'approche qu'on a. Nous on ne croit pas dans l'objet qui sait tout faire, qui est compatible partout, etc. Parce qu'un objet qui sait faire ça, finalement, il va être très cher. Donc, nous, on se spécialise dans la conception de produits sur mesure, basse consommation, certes, mais sur mesure, toujours. Donc, un client, un type d'équipement et un objet qui va coller parfaitement à ce dont il a besoin d'un point de vue comportement, etc. Ça a notamment un impact, par exemple, sur les batteries qui sont en lithium, souvent.
donc pas super écolo. Donc autant optimiser au maximum la quantité de lithium qu'on va mettre dans ces capteurs. Et donc quand on travaille avec nos clients pour comprendre comment ils utilisent les actifs, etc., eh bien le comportement, ce que va capter l'objet, est optimisé à un point où en fait on arrive à avoir juste ce qu'il faut en termes de quantité de lithium dans ces équipements-là. Au lieu de prendre une énorme batterie, ça ira, on va mettre une grosse batterie, ça ira, oui, mais pareil, on est dans une ère où on peut plus se dire je vais surconsommer. Il y a une certaine responsabilisation à avoir. C'est une discussion qu'on a très tôt avec nos clients. Et un peu en avant-première, on n'a pas encore publié de choses là-dessus, mais ça va être ça va être des données qu'on va publier pour nos clients et puis même pour nous-mêmes sur l'impact sur le bilan énergétique de ces mouvements de digitalisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de digital. Récemment, il y a des débats là, comme quoi le numérique serait responsable de plus de 3% des émissions. Et du coup, utilisons le numérique intelligemment. Ça commence à apparaître comme notion. Donc, je pense qu'on ne peut plus fermer les yeux face à ce genre à cette situation du bilan énergétique, non seulement sur la fabrication, mais aussi sur l'exploitation après au quotidien. Donc, ce qu'on appelle l'énergie efficiency et l'énergie intensity. D'accord. Je vais revenir. On est passé rapidement sur le côté comment lancer ce projet entrepreneurial. Donc, tu l'as lancé donc avec ton collègue Henri de Singapour. Toi, l'Asie, en fait, donc t'es d'origine chinoise, mais à part ça, ton parcours était vraiment franco-français, donc t'avais quand même cette envie de venir en Asie. Et après, on est passé rapidement, mais bon, de monter une entreprise ici et juste un parc d'une centaine d'antennes, j'imagine que c'est des investissements conséquents. Enfin, donc redécris-nous un peu peut-être les débuts et comment t'en es arrivé à un projet d'envergure, quoi. Donc on a commencé, effectivement, c'était un projet très conséquent. Dès le début, en fait, dès le jour 1, c'était quand même... Dès le début, ouais. On avait même imaginé installer Sigfox dans toute l'Asie. Et là, ça aurait été encore plus conséquent. Maintenant, on a bien fait, on s'est rabattu sur Singapour et Taïwan. Singapour parce que c'est une vitrine recentré, pas rabattu. On s'est recentré, voilà, ils ont recentré. Donc Singapour, c'est une excellente vitrine technologique en Smart Nation, etc. Et Taïwan en termes de cœur de conception et tout ça. Mais dans l'expérience, effectivement, moi je suis né à Paris et quelque part, je n'hérite que de l'ADN en fait asiatique. Mais mes parents, notamment ma mère, m'a poussé à apprendre le chinois pendant plus de 15 ans. Je l'ai longtemps, utilisons le terme, je l'en ai longtemps voulu pour ça. Et en disant, mais à quoi ça sert d'apprendre le chinois en plus traditionnel? T'es troisième génération, c'est ça? Moi, je suis troisième génération. Ouais. Okay. Et par contre, le chinois que j'apprenais, c'est en plus le chinois traditionnel. Donc même pas le chinois qu'on utilise en Chine, qui est celui simplifié de l'époque Mao. Parce que ma professeure était taïwanaise. Ah, d'accord. Et donc 15 ans de il y avait une fameuse école taïwanaise à Paris. D'accord. Ouais. Alors là, c'était plus entre copains. Ok, d'accord. Et la première semaine où je suis arrivé finalement à Taïwan, j'ai envoyé un message à ma mère pour la remercier. En chinois, on dit "xingku". Finalement, c'est tous les efforts et la pugnacité dont elle a fait preuve pour me pousser à d'accord, continuer. c'est pas toi en apprenant le chinois qui a été Xingku, c'est non, c'est pas ma mère, parce qu'il faut payer les cours, faut accepter le fait, j'ai quand même fait l'école buissonnière, etc. Enfin, j'ai été quand même jeune. Mais je me rends compte que pour monter un business à Taïwan, bien qu'on puisse s'en sortir en anglais et le gouvernement fait énormément d'efforts, le fait de parler un petit peu de chinois simplifie énormément les choses. Énormément les choses, ne serait-ce que sur l'attitude des gens, etc. Les gens sont adorables, mais le fait d'avoir la maîtrise de la langue change tout. Alors, c'est pas spécifique à Taïwan, c'est vrai dans chaque culture. Maintenant, le fait d'avoir ça m'a beaucoup aidé dans cette aventure entrepreneuriale. Je pense que ouais, c'est sûr. Mais le fait d'être asiatique, mais de parler chinois, quand même, j'imagine, je sais pas en quelle mesure ton chinois est bon, mais tu restes, il est pas aussi bon que ton français, j'imagine. Est-ce que parfois ils sont là, ils se disent non, mais il est chinois, il devrait parler chinois quelque part, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et tu connais bien le sujet. Effectivement, pareil, ça aussi
son désavantage, qui est qu'effectivement, ayant un faciès asiatique, ils s'attendent à ce que j'ai un niveau de chinois supérieur à ce qu'il est réellement. Mon niveau actuel correspondrait à celui de CM2 en fait. Ce qui est pendant les rendez-vous d'affaires, c'est bien. Ce qui est un peu limité. Voilà. On peut se faire comprendre, mais aller au-delà de ça, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'il y a toute une équipe. Mais pour le quotidien, ça aide beaucoup. Ça permet de créer des liens, etc. Maintenant, Taïwan est aussi. Moi, je le connaissais très mal. Même si ma prof était taïwanaise et tout ça. On connaît tous le boba tea, le bubble tea de Taïwan. Mais au-delà de ça, j'ai énormément appris, non seulement sur Taïwan, mais aussi sur la région asiatique, à partir de Taïwan. Enfin, bon, avant le Covid, naturellement, mais pour moi, c'est un bijou caché. C'est un bijou caché d'Asie. Il y a un peu ce dicton qui dit « vivons bien, vivons cachés ». Il est de mesure à Taïwan. Il y a énormément il y a un dynamisme industriel et économique qui est monstrueux. Je crois que c'est le seul pays, c'est le pays avec la plus forte croissance l'année dernière, en année de Covid. C'est un pays où il y a eu 10 cas, 10 morts Covid en 14. J'étais resté à 8, mais on doit être à, oui, arrondi. Bon, 8 à 10. Vu qu'on en demande de 1 tous les 6 mois. Voilà, je pense qu'on comprend l'ordre de grandeur. Donc il y a un vrai dynamisme ici qui est très méconnu. En fait, les gens ne connaissent pas. Moi le premier. On ne sait pas ce qui se passe ici. C'est le premier mondial dans le vélo. C'est le premier mondial avec Giant. Avec Giant. C'est le premier mondial dans tout ce qui est PC portable. C'est 250 millions d'ordinateurs portables produits Asus, et envoyés par Acer, an. Asus, Acer, MSI. Quand j'ai été pour la première fois au Japon, que mes contacts m'amènent à Akihabara, je crois. Je dois le prononcer très mal. Les auditeurs japonais doivent rigoler là. Mais le quartier électronique, finalement, j'avais l'impression de retourner à Taïwan. On retrouve toutes les grandes marques. Enfin, tout se fait en réalité ici, dans cette petite île de 23 millions d'habitants. Et donc c'est un bijou méconnu. En plus, on y vit. Et je pense que tu pourras le témoigner, Raphaël, toi-même. La société est d'une bienveillance extraordinaire. C'est le bon mot, bienveillance. Ouais. Il y a même si on ne parle pas forcément la même langue, on a du mal à se faire comprendre, mais cette bienveillance arrondit les angles. Et ça aide énormément. Je pense que ça révèle un autre côté de l'humain qu'on peut un peu oublier dans des sociétés un peu moins bienveillantes, je dirais. Et ça permet, du coup, c'est un excellent terreau d'entrepreneuriat. Ça permet de se lancer réellement et quelque part d'avoir un bon terreau. Voilà, un bon terreau. Récemment, là, j'ai vu une information qui date d'hier, où il y a un énorme milliardaire là qui de tous les pays de la planète a décidé de mettre ses 4 milliards de dollars à Taïwan pour booster le développement du mobile, du mobile first. D'accord. Dit, voilà, le futur du mobile, etc. C'est Mox, je crois, l'accélérateur. Il a choisi Taïwan. Il n'a pas choisi un autre continent quasiment juste à côté. Et c'est bien Taïwan, parce que c'est là où la somme des critères nécessaires pour le développement sont regroupés en fait. Et sur cette expérience taïwanaise, donc vous êtes une entreprise avec quand même il y a quelques Français chez vous. Vous avez donc cette double culture française et taïwanaise, voire même internationale. Je crois qu'il y a pas mal de profils différents. Donc tu peux peut-être nous décrire un peu cet environnement et aussi, je sais pas, comparer la culture du business, comment est-ce que les Taïwanais travaillent, comment est-ce que tu les manages. Alors il y a même plus que ça en fait. Effectivement, il y a beaucoup de Français, mais si on prend les chiffres sur les 67 collaborateurs qu'on a, il y a 8 nationalités. D'accord. Ok. 8 nationalités. Donc il y a de l'Amérique latine, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique. C'est la seule valeur finalement qui reste aujourd'hui dans notre credo Unabiz. C'est ce qu'on appelle la Una Diversity. D'accord. Donc la diversité, parce que la transformation digitale n'a pas de
de culture, elle s'applique dans une culture, mais nos clients ils sont dans 29 pays. Et on ne travaille pas de la même manière dans les 29 pays. Enfin, je ne vais pas faire un cours sur la multiculturalité, mais notre positionnement est d'accepter cette multiculturalité de nos clients en étant nous-mêmes multiculturels. J'ai souvent eu, j'ai eu cette citation de notre interprète japonais quand on avait été avec notre client là dans le gaz, qui me disait qu'en 20 ans d'activité, il n'avait jamais vu le CIO d'une grande société japonaise, donc de notre client, avoir un tel degré d'intimité ou de relation, je dirais, avec un acteur étranger, nous. Il n'avait jamais vu ça. Il y a un degré de confiance et de relationnel qui s'est établi alors qu'on n'est pas japonais. Ça ne se fait pas. Et en notre sens, on est extrêmement fiers de ça. On n'est pas du tout spécialisé dessus, mais on est fiers de ce côté multiculturel parce que c'est pour nous notre plus grande force. Notre plus grande force, on peut adresser un problème d'un point de vue intellectuel, comme on le ferait en Europe, mais aussi ou au Japon. On le ferait, mais on y adjoint le côté émotionnel, qui est beaucoup plus asiatique, voire parfois certains diront spirituel, parce qu'il y a des croyances, des us et des coutumes, etc. Enfin, Singapour est un super exemple de ça. Je veux dire, avec le mélange sino, malais, indien, et il y a une troisième, voire même international, quoi, avec les communautés. Voilà, extrêmement international, et tout ça. Enfin, toutes les communautés vivent parfaitement ensemble. Et c'est la parfaite représentation. Henri a d'ailleurs fait un très bonne interview sur le sujet, que je pourrais te passer le lien là-dessus, où il parle de la multiculturalité de Singapour, qui certainement a joué un rôle dans le développement et le succès du Nabis aujourd'hui. On ne décrète pas la multiculturalité. Il faut le faire. Il faut le faire dans nos techniques de recrutement. Il faut encourager la prise de parole de chacun, etc. Et effectivement, pour nous, c'est un critère majeur, en tout cas, dans ce fonctionnement. Alors, il y a beaucoup de Français, effectivement. Dans la société, on doit être une dizaine de Français, mais ça fait qu'un septième. D'accord. Ça fait alors, effectivement, on est un peu loin des 99% de Taïwanais dans une société traditionnelle taïwanaise. Avec une culture taïwanaise qui est quand même une culture d'entreprise assez particulière. Enfin, ils aiment bien les process, etc. Ouais. Les Français, on est un peu plus créatif. Voilà, c'est une manière créatif. Donc comment gérer les deux, quoi, avoir une ambiance où à la fois, par exemple, un Français va se sentir à l'aise, parce que si tu lui mets trop de process, il va peut-être se sentir enfermé, et à la fois un Taïwanais, si tu lui laisses trop de liberté, il va peut-être aussi se sentir perdu, quoi. Donc comment trouver le juste milieu? C'est un combat de tous les jours. J'ai pas de réponse absolue, malheureusement. D'accord. Mais c'est un combat de tous les jours, mais dans les deux sens. C'est un combat pour le management, bien sûr. Moi-même étant un fruit de la multiculturalité, né à Paris 4, 15 ans de chinois en France, puis déménagé à Taïwan, voilà, je suis quand même pas mal là-dessus. Là. Avec une famille qui est d'origine de Mainland China. Donc en fait, voilà, ça fait East-West dans ma personne. Donc en fait, je suis moi-même promoteur de cette... Henri aussi, hein. On est promoteur de cette multiculturalité. C'est un combat pour les Taïwanais, effectivement, qui ont besoin de sortir de ce moule de rigueur, mais sortir, pas l'abandonner. Ils savent faire ça. Ils ont été éduqués, le système éducatif fonctionne comme ça, le système professionnel fonctionne comme ça. Donc, quand je dis sortir, c'est qu'ils ont de découvrir leur propre créativité, de découvrir le fait de challenger le statu quo, le fait de sortir du cadre, comme on dit. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens, où nos collaborateurs européens, je dirais, plus qui sont très logiques, très créatifs, très système D presque, dans l'exploration et tout, ont besoin d'apprendre du savoir-faire très rigoureux, très industrialisé, très processisé, qui est très prononcé à Taïwan, parce qu'on a besoin de ça. Quand on fait des centaines de milliers d'objets, on peut pas improviser. On peut pas laisser de choses à la légère. Les impacts sont monstrueux in fine. Donc, ce qui se produit, c'est que c'est un combat de tous les jours où on force les équipes à être dynamiques. Quand je dis que c'est dynamique, c'est on est par pool de compétences. Donc chaque projet peut se retrouver avec des personnes totalement différentes dans les différents rôles. Et puis on adjoint en plus à ça, je l'ai pas mentionné, mais dans la diversité, on rajoute le genre.
Donc en fait, on est assez fiers de ça. On n'a pas atteint notre objectif, mais au jour d'aujourd'hui, au dernier sondage, on est 40% d'équipes féminines et 60% masculines. Ce qui pour une boîte tech est déjà assez fort. C'est absolument extraordinaire, mais on s'arrête pas là. L'objectif, c'est 50-50. Chiffre qu'on a réussi à tenir quand on était aux alentours d'une 30aine de personnes. Et puis après, on a eu besoin d'accélérer. Et en accélérant, on est retombé dans le biais du 80-20. Et finalement, coup de frein, discrimination positive. Oui, j'ai pas honte de le dire parce que sinon ça se fera pas naturellement malheureusement. Donc on est à 40-60 aujourd'hui. Donc multiculturalité plus mixité. Voilà, c'est pas diversité des gens, c'est mixité. Moi j'y crois beaucoup. J'avais notamment suivi pas mal d'ateliers quand j'étais chez Accor justement sur la mixité et j'avais été. C'est là où j'ai pris mes convictions sur pas l'importance sociale. J'aime beaucoup les sociétés qui disent oui, on est mixte et tout. Vous avez vu, c'est dans le CSR, etc. Non. Moi, c'est plus que ça. Le BCG a fait des études très intéressantes sur la performance des groupes parfaitement mixtes versus les groupes soit trop féminisés, soit trop masculinisés. Et les différences sont flagrantes. La créativité des groupes mixtes est sans commune mesure supérieure à celle des groupes. Donc il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est plutôt faut plutôt être féminin ou plutôt être masculin. Le biais, il est d'avoir de ne pas avoir 50-50 en fait. Donc notre objectif c'est 50-50 et ça nous aide énormément dans la réalisation et le délivre, pas la délivrance, la livraison de nos projets. D'accord, voilà. Très bien. Et sur cette problématique donc de RH, d'avoir les bons talents, c'est une problématique qui revient souvent sur le podcast. Donc j'aime bien comprendre un peu comment les chefs d'entreprise se débrouillent pour à la fois recruter les bons talents et les garder, quoi. Est-ce qu'à Taïwan, comme en Chine ou dans d'autres pays, c'est aussi une difficulté de les garder, de les fidéliser? Je dirais oui. Alors même si j'ai pas ouvert de société en Chine, mais en Chine continentale. Est-ce que c'est une problématique que toi, tu as repérée ici à Taïwan ou à travers la filiale de Singapour en France aussi. Quand j'étais dans l'enseignement supérieur, j'ai dû me battre pour avoir un équilibre, une certaine mixité. D'accord. Quand je dis me battre, c'est définir une politique clairement et la faire comprendre et accepter auprès des équipes. Ça devient un vecteur d'appartenance. C'est-à-dire que tiens, on a besoin d'un chef de projet. Ah bah la prochaine personne qu'on va recruter dans les critères va être plutôt masculine ou féminine. C'est ce que j'appelle la discrimination positive. On va dire oui mais attendez, faut être sur les compétences. Mais bien sûr, dans les compétences il y a des critères d'outils bureautiques, de langue, de machin, etc. Pourquoi on ne pointerait pas le sexe? J'en dis oui mais non, c'est inacceptable, etc. Excusez-moi, si c'est un critère de performance pour ma société que j'arrive à le démontrer. Si d'un point de vue macro, je veux dire, c'est un critère de performance, tu peux dire que sur décision micro, pas moi qui le dis. Il faut que ça soit pris en compte. Et surtout, c'est pas moi qui le dis, c'est le BCG. Donc voilà. Donc effectivement, là-dessus, il faut le mettre en œuvre. Alors, j'ai pas de recette magique. On n'est pas à 50-50 aujourd'hui. On est à 40-60 et je vois tout de suite certains auditeurs qui vont dire oui, mais c'est peut-être 40 dans le marketing et la com. Non. Les 40-60 sont dans quasi tous les départements, incluant les métiers techniques. Donc, ingénieur de test, ingénieur firmware, responsable de brevet et propriété intellectuelle. C'est dans tous les corps. C'est pas juste des postes annexes ou quoi que ce soit. Là où notre prochain objectif, c'est d'avoir aussi ce 40-60 au niveau des exécutifs de la société. On a longtemps fait, Henri et moi-même, malheureusement, je sais pas, mais on est tous les deux plutôt masculins. Plutôt. Comme c'est difficile dans le temps où on est plutôt masculin. Part de féminité. Et du coup, on part avec 100% masculin. Donc et puis les postes exécutifs sont pas aussi nombreux. On n'est pas un grand groupe encore. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Mais ça y est, on vient de recruter notre première C-level féminine et ça a été une discrimination positive. On a vu tous les candidats et à compétences égales, ça a pris du temps, mais à compétences égales, finalement on a choisi la candidate féminine parce que elle a apporté la case mixité. Mais encore une fois, c'est pas pour du CSR. Je suis
totalement contre cette approche de dire je fais de la mixité pour du CSR. Non, c'est pas pour du faciès. On fait ça pour la performance intrinsèque de la société. Quoi. D'accord. Voilà. Et d'un point de vue business, donc, vous auriez pu vous positionner, ou peut-être que vous l'êtes, en tant que fournisseur de services pour des entreprises occidentales qui ont besoin de tout service qu'on vient de décrire. Mais au final, les cas dont tu m'as parlé, donc ce client australien, ce client japonais, des clients à Taïwan, c'est plus vous êtes plus sur un scope APAC. Donc est-ce que c'est une volonté vraiment de travailler ici en local? Enfin, commercialement, comment ça s'est passé? Quelle est votre stratégie, quoi? C'est un très bon point. Je partage tout à fait ton observation, mais c'était pas une orientation stratégique. On a longtemps essayé de pousser en Europe. Notamment, Engie est investisseur chez nous, donc on a essayé pas mal de choses, mais on se rend compte qu'il y a un dynamisme économique qui est quand même différent. C'est-à-dire que malgré le multiculturalisme, etc., je citais l'exemple de Bouygues tout à l'heure, effectivement, c'est toi qui faisais la remarque, là il y a 20 000, l'autre c'est 800 000, il y a quand même tout un monde entre les deux. On essaie d'éviter de classer en fait sur le volume. Il ne s'agit pas de savoir le plus grand volume est mieux. Le sujet est plutôt de savoir comment est-ce qu'on travaille sur les différentes régions. Et il semblerait que les clients qu'on a pu identifier en Australie ou au Japon ont eu cette impétence, cette envie d'aller vite. Vite et fort. On n'a pas trouvé encore ce genre de partenaire en Europe. Je dis pas encore. Là, actuellement, Henri est en France pour justement décoder cet écosystème et voir comment identifier les meilleurs acteurs qui seraient clientes de notre offre, en fait. Donc, il y a des choses qui arrivent. Je peux pas tout annoncer aujourd'hui. Mais ça devrait venir. On n'a pas, c'est pas particulièrement le Japon, l'Australie ou Taïwan ou Singapour. C'est vraiment qu'on a pu identifier dans ces pays-là plus rapidement des clients en fait de cette offre-là. Quoi. Voilà. D'accord. On perd pas espoir. L'Europe, on est en recherche très très active. Peut-être un léger temps de retard, mais qui vous offre des perspectives peut-être encore brillantes pour le futur. Quoi. On est peut-être qu'au début de l'aventure. Donc, c'est ce qu'on espère. C'est ce que j'espère. L'Europe doit se dépêcher, mais de votre point de vue, c'est peut-être une bonne chose qu'il y ait tout ce business qui arrive. Quoi. Tout à fait. Le temps passe, on frappe à la porte déjà, donc voilà, c'est peut-être un signal qu'il faut conclure. Mais non, pas de souci là. 1h15 déjà, donc ça va. Mais donc pour conclure, est-ce que tu as une astuce à partager, ou une astuce ou une manière de synthétiser ta pensée sur comment hacker Taïwan ou hacker l'Asie, même si tu veux être plus global? Pour moi, ce serait un grand mot de dire l'Asie, mais de ma propre tour. De ma propre tour, le seul conseil que je dirais, c'est il faut trouver cet équilibre. Il faut être assez ouvert pour trouver cet équilibre entre ce que peut apporter la culture française. Et quand je dis culture française, c'est mode d'éducation, etc., le côté créatif. C'est très stéréotypé ce que je veux dire, mais relativement parlant, le résultat du système français, je parle que de la France, après le reste, produit quand même énormément on est très créatif. On est très challenger, on est très lucide dans nos analyses, etc. Probablement bagage helléniste ou latiniste, peu importe. Mais c'est souvent un mode de réflexion qu'on trouve moins à Taïwan, qui est beaucoup plus j'écoute le chef. Mais écouter le chef, ça aussi, ses forts avantages. Notamment, je mets la gestion du Covid dans ce cadre-là. Le fait que Taïwan ait pu limiter à 10 morts, c'est un accomplissement monstrueux. Monstrueux. Et ça ne marche, encore une fois, pas parce que c'est une dictature. Au contraire, c'est une démocratie c'est à l'extrême. Mais disciplinée, quoi. Il y a une discipline monstrueuse. Et cette discipline, elle ne s'invente pas du jour au lendemain. Elle ne se décrète pas. Et je dirais qu'il y a beaucoup à apprendre aussi de ce mode-là. Donc en fait, pour hacker le système ici, c'est savoir jouer de notre particularité française ou européenne, mais en ayant connaissance de nos limites.
je sais plus qui le mentionnait, mais on dit que dans toute équipe ou toute entreprise, il faut au moins un Français. Mais il faut surtout pas n'avoir que des Français, exactement. Et je pense que c'est là où le seul conseil que je pourrais donner, c'est s'il y a des Français qui sont tentés de venir à Taïwan, de ne pas rester entre Français. Parce que c'est pas là où vous hackerez le système. Enfin, de pas faire l'expat entre guillemets, mais c'est de se plonger dans la culture. Les Taïwanais sont très bienveillants, donc ils peuvent accueillir les nouvelles idées, etc. Il faut les apporter d'une certaine manière, mais un bon mélange du côté occidental plus le savoir-faire taïwanais donne des résultats monstrueux. C'est ce qui est en train de se produire déjà. Alors c'est un peu différent, mais c'est ce qui se produit beaucoup depuis des années entre le mélange des Taïwanais américains qui reviennent à Taïwan pour ensuite monter leur start-up, etc. Ouais, notamment récemment avec le Covid, on entend parler de gros profils, le cofondateur de YouTube qui serait revenu, ce genre de choses. Ouais. Exactement. C'est pas une surprise si Google, Amazon, Microsoft, les 250 millions d'ordinateurs et autres choisissent Taïwan comme lieu où choisissent leurs partenaires. Après, l'endroit où sont mises les usines, c'est une autre histoire, mais le partenaire avec qui ils travaillent est taïwanais. Il y a un gros savoir-faire industriel ici. Et donc, pour ceux qui sont tentés de venir à Taïwan, voilà, venez enfin, vous serez les bienvenus, mais venez avec cette envie de vous mixer, en fait, avec le savoir-faire local, mais d'apporter aussi votre savoir-faire en termes de change, statu quo, de créativité, etc. Voilà. Et comme tu disais, Taïwan est un petit bijou caché, donc au-delà de l'aspect business, découvrir les Taïwanais, découvrir l'île, faire le tour de l'île, voyager un peu. Personne n'est déçu. Tout le monde ne connaît pas Taïwan, mais tous ceux qui sont venus n'ont pas été déçus. C'est pas pour rien que c'est le pays qui a été élu, je crois, par les expats. Le pays où on vit le mieux, je crois. Okay, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Ok, bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Raphaël. Salut. Salut. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!